J'ai castré mon premier chat, j'avais 11 ou 12 ans je crois. Je suis juste allé récupérer le corps d'un chat qui venait de décéder. Non mais de toute façon il allait bien mon chien? Bah oui, il a une gastro, c'est rien de grave. Il dit non parce que sinon je vais vous tuer. Il se jette sur moi et le propriétaire lâche la laisse. Et il me plante le croc dans le genou et arrache mon pantalon. Il y a du sang partout sur les vitres. Le chien il a repeint la voiture de sang, clairement on ne peut pas rouler avec. Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 36 ans et je suis vétérinaire urgentiste depuis 11 ans. J'interviens directement chez les gens la nuit, les week-ends pour sauver leurs animaux. Je vais vous raconter toutes mes aventures sur les jambes. Est-ce que tu peux te présenter, Pierre? Oui, donc je m'appelle Pierre, j'ai 36 ans, je suis originaire d'Alsace. J'ai grandi à la campagne, dans une petite ferme, et c'est là que j'ai appris à aimer les animaux. Et ça m'a donné envie par la suite de devenir vétérinaire, donc ce que je fais depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai commencé à la campagne, notamment à travailler avec les éleveurs des vaches pendant 2 ans. Et j'ai découvert le métier d'urgentiste vétérinaire à domicile, qui me passionne depuis, notamment parce que j'ai un contact avec les propriétaires d'animaux la nuit et les week-ends, qui est incroyable. Il consiste en quoi ton métier exactement? Mon métier, ça consiste à se déplacer la nuit et les week-ends. Donc je travaille essentiellement nuit de week-end. En fait, quand les autres vétérinaires, les vétérinaires habituels de cabinets de cliniques sont fermés. Et donc je prends ma voiture à ce moment-là et j'ai mon centre de régulation qui m'envoie sur des interventions d'urgence, donc sur des animaux malades, blessés. Ça peut aller de la simple inquiétude à la griffe cassée, à la petite bagarre entre un chien et un chat, en passant par la gastro, mais ça peut aussi aller jusqu'à des gros accidents, des animaux qui se sont brûlés, qui sont tombés des étages, qui convulsent, des fins de vie aussi. Parfois, c'est des interventions toujours très tristes, toujours pleines d'émotions. Mais j'interviens pour soulager les animaux à ce moment-là et pour aider leurs propriétaires qui sont souvent dans une détresse, soit émotionnelle, soit juste dans une vraie détresse. Et voilà, et donc j'interviens avec ma petite clinique vétérinaire sur mon dos. Et à côté de ça, je conseille aussi les propriétaires d'animaux au téléphone. C'est-à-dire que je m'occupe souvent de la réponse téléphonique. Donc c'est-à-dire qu'il y a des propriétaires qui nous appellent parfois à 3 h du matin parce qu'ils sont paniqués par une situation d'urgence. Qui pensent être une situation d'urgence mais qui ne l'est pas. C'est-à-dire aujourd'hui, quand un propriétaire nous appelle, il y a environ 20% des appels qui débouchent sur une consultation. C'est-à-dire qu'il y a 20% d'urgence. Comment t'es devenu vétérinaire? C'était une vocation pour toi? Je suis tombé dedans quand j'étais petit, ouais. En fait, j'habitais à la ferme, donc on élevait des poules, des canards, des lapins, mais des vaches, des moutons aussi. On a eu jusqu'à 50 moutons à la maison. Et comme mon père avait ses mains de plâtrier, elles étaient beaucoup trop grandes pour qu'il fasse on appelle ça les agnelages, donc c'est les accouchements de brebis, parce qu'il n'arrivait pas à passer la main dans les vagins des brebis. Et donc dès l'âge de 7, 8, 9, 10 ans peut-être, il m'a demandé de l'assister pour ça. Donc j'ai fait beaucoup d'accouchements de brebis à ce moment-là. Et j'ai sorti des agneaux morts de brebis en morceaux, des trucs horribles pour un gamin de 10 ans, on va dire. Mais j'ai adoré ça et ça me passionnait vraiment et je me battais avec mon père pour faire ça avec lui. Et en plus de ça, ma sœur est assistante veto. Elle a 10 ans de plus que moi, donc quand elle a commencé son métier d'assistante veto, en fait, elle m'a emmené. Je passais tous mes étés en stage dans des cliniques vétérinaires et j'ai castré mon premier chat. J'avais 11 ou 12 ans, je crois. Donc ouais, je suis vraiment tombé très très jeune dedans. Et depuis ça, en fait, je me suis jamais imaginé faire un autre métier. En plus, j'avais la chance d'avoir des bonnes notes à l'école parce que tout le monde le sait, pour être veto, il faut... Aujourd'hui, il y a une forte sélection. Il faut encore être, malheureusement, parce que je trouve que c'est pas un bon moyen de sélectionner les vétérinaires aujourd'hui, il fallait avoir des bonnes notes à l'école. Donc, comme j'avais des bonnes notes, j'ai réussi à passer le concours et à être veto. La toute première urgence à domicile que j'ai fait, je suis juste allé récupérer le corps d'un chat qui venait de décéder. En fait, quand on rentre dans le service chez nous, on dit toujours on commence par les consultations faciles. Donc celles où il n'y a pas un gros enjeu médical, c'est pour nous mettre dans le bain un petit peu. Et malheureusement, ça fait partie des consultations où il n'y a pas d'enjeu médical. Du coup, c'est la première sur laquelle je suis tombé quand j'ai commencé à bosser à Paris. Très dur comme moment, c'était dans le 5e. Et deux femmes qui avaient perdu leur chat qu'elles avaient depuis 15 ans. Donc je pensais que ça serait facile en fait de juste aller récupérer le corps d'un animal. Mais en fait non, parce que ça prend du temps. On prend du temps, les gens nous racontent la vie de leur animal à ce moment-là. Et on doit prendre le temps de partager ces moments-là avec eux, sans pour autant que ça nous plombe forcément, parce que c'est pas des consultations faciles. Donc ça, c'est ma toute première en tant qu'urgentiste. Avant, quand j'étais à la campagne, j'avais fait des consultations à domicile, mais un peu moins en urgence. En fait, j'allais vacciner les chats, les chiens des mamies ou des papis qui pouvaient pas se déplacer. Et la toute première que j'ai fait, et je sais même pas pourquoi j'ai fait veto à domicile après ça, je me suis fait démonter par un chat. C'est-à-dire que je suis arrivé chez une vieille dame au milieu de la forêt. Et en fait, c'était son mari qui est décédé, qui s'occupait du chat à la base, qui s'occupait de le faire vacciner. Et il est décédé. Et elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer avec le chat parce qu'elle n'arrivait pas à le gérer. Et effectivement, je me suis battu avec ce chat pendant, je pense, 20 minutes, 25 minutes pour l'attraper, juste parce qu'il était hyper agressif. Et au moment où je l'ai attrapé pour le vacciner, la propriétaire a ouvert la porte pour voir ce qui se passait. Le chat avait fait des urines, des selles partout dans la pièce. En plus, c'était vraiment un bordel là où j'étais.
Et le chat m'a mordu dans le doigt à ce moment-là. Et en fait, les morsures de chat, ça paraît pas, mais c'est limite plus grave que les morsures de chien. C'est-à-dire qu'en fait, la plaie se referme immédiatement après, le croc rentre et en fait, il inocule des germes tout au fond. Et ça fait une super infection. Donc le lendemain, j'étais à l'hôpital, terminé à l'hôpital. J'ai failli me faire opérer. Mais ouais, ça nous arrive à tous dans le métier de veto de se faire mordre un jour ou l'autre, de toute façon. Malgré ça, j'ai adoré le contact avec cette personne âgée. Et puis en fait, ouais, j'ai passé un super moment malgré ça. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie par la suite quand même de devenir vétérinaire à domicile. C'est quoi le plus dur pour toi quand tu commences à faire vétérinaire? Au début, le plus dur, c'est toujours le cas médical. Parce que forcément, quand on sort de l'école, on a vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de cas. Moi, j'avais fait des gardes en plus. Tout au début, en tant que jeune véto, le plus dur, c'est ça. C'est la peur de l'erreur, de passer à côté de quelque chose. J'ai la chance, il n'y a jamais d'animaux qui en a fait les frais. C'est-à-dire que j'ai jamais perdu un animal à cause de ça. Mais forcément, on fait tous des petites erreurs au début. On oublie peut-être une hypothèse diagnostique et tout ça. Donc ça, c'est le plus dur au début. Et après, le plus dur, ça devient de gérer l'humain, au final. Parce qu'on se rend compte que le cas médical, une fois qu'on a l'expérience, ça devient annexe. Mais il faut réussir à gérer l'humain qui est derrière et qui est en urgence dans un émotionnel qui peut être très compliqué, qui aime son animal, au final. C'est ça le problème. Ils aiment, mais il y a des frais à débourser à ce moment-là. Et il faut leur faire comprendre si c'est grave ou pas. On a un message à faire passer. Il faut réussir à faire passer ce message. Parce que mon but, au final, aujourd'hui, c'est aussi qu'il n'y ait plus d'urgence. Enfin, il y en aura toujours. D'essayer d'éviter les urgences qui peuvent être évitées. Parlant d'urgence, c'est quoi les cas les plus fréquents que tu as? Alors j'ai vraiment un rôle qui va, si on compare à l'humaine, qui va entre SOS médecin et le SAMU. 5%, c'est que du bobo. C'est vraiment de l'inquiétude pure, parce que des gens sont inquiets, ils veulent qu'on vienne faire un contrôle. Et après, j'ai 60% de SOS médecin, et on va dire, du coup, ça fait 35% d'autres, à peu près, qui est un peu plus du rôle SAMU. Le rôle SOS médecin, donc c'est le plus fréquent, c'est les gens ont travaillé toute la journée, ils rentrent chez eux le soir, leur animal a une gastro énorme, il a fait des selles partout dans la maison, il y en a partout. Et voilà, ils ont besoin que quelqu'un vienne les aider à ce moment-là pour calmer les symptômes de l'animal qui se sent vraiment pas bien à ce moment-là. Beaucoup de problèmes urinaires chez les chats, c'est une pathologie très fréquente aussi. Des cystites de chats, j'en vois beaucoup parce que les chats sont un peu stressés parfois en appartement. Et après, dans le rôle SAMU, des chutes des étages. Là, on est pendant l'été, des coups de chaleur, des problèmes respiratoires, des bagarres. Voilà, ça dépend un peu de la saison aussi. Ouais, il y a beaucoup de saisonnalité. Il y a des semaines, là, je passe la moitié de mes journées à retirer des épillets, quoi. Donc, c'est des petits morceaux d'herbe un peu pointus qui vont aller se planter soit dans les oreilles et ça fait une douleur atroce, soit dans les pattes, soit dans les narines. Donc, il y a des semaines, en ce moment, je retire que des épillets, quoi. Je fais quasiment que ça, mais ça fait super mal. Donc, ouais, c'est vraiment ce que je peux faire le plus par moment, mais sinon, c'est très variable. Est-ce que les vétérinaires sont bien payés? Ça dépend ce qu'on appelle bien payé. Et quel est le rapport? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le salaire moyen d'un vétérinaire, c'est entre 2 800 et 3 000 euros. On parle à tout stade net. On parle à tout stade de carrière. Pour 7 ans d'études, je voulais juger si c'est bien payé ou pas. C'est-à-dire que quand on commence, après 7 ans d'études, on est entre pour à 5 jours semaine, on est souvent entre 1008 et 2002. On va dire. Moi, j'ai la chance, en travaillant en urgence et de nuit, surtout, je gagne un peu plus que ça, en travaillant un tout petit peu moins. Mais c'est pas des salaires dont on imagine les salaires des vétos aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est souvent mis au même rang que les avocats, tout ça, que les chirurgiens en humaine, que les dermatos, les cardios, les radiologues. On est très, très en dessous. Et dans les professions, on va dire, médicales, parce qu'on se compare beaucoup à eux, parce qu'au final, on est médecin généraliste, cardiologue, radiologue, laborantin, parce qu'on fait les analyses. On est infirmière en même temps, on fait tous ces métiers-là en même temps. On est chirurgien aussi, et nos salaires sont inférieurs. Donc voilà, je peux pas dire si c'est bien ou mal payé. C'est un métier de passion, ça c'est sûr. Si quelqu'un veut faire ça pour l'argent, c'est pas le métier à faire. C'est un métier qu'on fait parce qu'on aime ça et parce qu'on a ça dans les tripes en général. Est-ce que tu as peur parfois en intervention? Est-ce que tu t'es déjà fait des frayeurs? Et je me suis senti une fois en danger vraiment à cause d'un chien. Et en fait, c'est vraiment une méconnaissance du chien par son maître. En fait, j'intervenais suite à une castration d'un chien. Un propriétaire qui nous avait dit que son animal a été castré la journée et qu'en fait, il a les testicules qui ont gonflé. Donc, globalement, c'est pas normal. Et en fait, ça peut souvent être dû à une hémorragie interne, quelque chose qui a été mal ligaturé et qu'on a une collection de sang au niveau des testicules et ça peut être hyper dangereux pour le chien, il peut en mourir. Et donc, j'interviens dans ce contexte-là et quand je passe la porte, quand je sonne chez les gens, déjà, j'entends le chien qui crie et je vois un signe assez caractéristique, c'est que le long du mur, au niveau de la porte, quand ils ouvrent, vous voyez, le chien s'engouffre directement et commence à être limite un peu chaud. Et on voit tout de suite sur la porte en fait qu'il y a le gras du pelage du chien qui est là. Donc c'est-à-dire que le chien force la sortie à chaque fois qu'il passe cette porte. Donc ça montre déjà que le propriétaire tient pas bien son chien. C'est un malinois. Et en fait, le propriétaire m'explique qu'il a dû le faire castrer parce qu'il est agressif. Et donc déjà, le chien n'est pas de muselière à ce moment-là. Donc
Je vais chez un chien agressif, il n'a pas de muselière, c'est un peu compliqué. Et le propriétaire m'a dit, bah voilà, il a 2 boules et tout, c'est vraiment, voilà, ça a gonflé, là, on a vu ça. Donc, ok, je dis au propriétaire de mettre la muselière à son chien et de le tenir. Et en fait, au moment où je vais examiner l'animal était en pleine forme. Donc je me dis, bon, ça doit pas être si grave que ça. Au moment où je me penche, parce que je reste un peu à distance quand même pour regarder, au moment où je me penche, en fait, le chien met un coup de patte sur la muselière et vire la muselière et se jette sur moi. Et le propriétaire lâche la laisse. Et donc, en fait, le chien me plante un croc dans le genou. Donc, un malinois, ça fait comme une bonne 30aine de kilos. Donc, c'est un chien. Et puis, c'est des chiens de garde à la base, qui ont été sélectionnés pour ça. Donc, qui ont énormément de force. C'est des chiens qu'on dresse au mordant. Et il me plante le croc dans le genou et arrache mon pantalon. Donc, là, je suis en caleçon, avec un croc dans le genou, couché par terre, en train d'hurler. Le maître ne réagit pas. Et c'est la femme qui était un peu plus loin, la copine de ce mec, qui est venue récupérer la laisse. Et donc, moi, je suis couché par terre, en caleçon. Et le mec a pas bougé, quoi. Et limite, une des seules remarques qu'il m'a fait, c'est ouais, c'est déjà arrivé qu'il morde des gens, quoi. Qu'est-ce qu'avait le chien? En fait, le chien, à côté du pénis d'un chien, il y a 2 glandes qui sont là de façon naturelle. Et quand un chien est en érection, ces 2 glandes gonflent. Et en fait, le seul truc qui arrivait à ce chien, c'est que ces 2 glandes gonflaient. Donc en fait, il avait juste une érection. Et ça montre juste que ce propriétaire ne connaissait pas le chien, ne connaissait pas ce que c'est un chien et ne maîtrisait pas du tout son animal, quoi. Et là, j'étais en flip total, quoi. C'est-à-dire que ouais, le chien, si sa copine n'était pas venue récupérer la laisse et sortir le chien s'acharnait sur moi. Il aurait pu m'arracher le genou. Voilà, ça s'est très bien terminé. Mais ouais, ça aurait pu être vraiment très compliqué. Et il aurait pu me mordre à d'autres endroits. Voilà, j'aurais pu terminer à l'hôpital ou n'importe quoi. Là, je me suis juste nettoyé le genou et puis je me suis fait une injection d'antibiotiques et puis je suis rentré chez moi, globalement. J'ai pas pu continuer à consulter, j'avais plus de pantalon. Et ma dernière phrase pour ce propriétaire, j'en ai parlé à sa copine, c'est n'ayez jamais d'enfant, quoi. Parce que si vous mettez un enfant avec ce chien qui est pas du tout maîtrisé, qui fait pas de cours d'éducation, parce que d'après le propriétaire, le chien n'aime pas ça devient une arme à ce stade-là, son chien, quoi. Et il va y avoir un problème avec ce chien. Et on est censé faire des choses, mais il y avait déjà plusieurs signalements qui avaient été faits, a priori, pour ce chien et tout. Il n'y a rien qui était fait derrière, quoi. Donc c'était vraiment compliqué, quoi. Sinon, jamais eu de problème avec des chiens. Une morsure de chat de temps en temps, mais ça arrive. Et l'autre consultation que j'ai faite, où je me suis dit, ouais, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et on force jamais personne à faire une intervention qui ne sent pas. C'est-à-dire que on a beaucoup de femmes dans le service. Et du coup, il y a certaines interventions, on va décider d'envoyer un homme, notamment sur celle-là, où en fait, c'était une bagarre au couteau dans une cité. Et donc, en fait, quand je suis arrivé dans cette banlieue du 9-3, où il y avait eu la bagarre au couteau, je suis accueilli par une jeune femme, en fait, qui vient tout de suite vers la voiture quand j'arrive, et qui me dit, écoutez, j'ai dû enfermer le chien dans la voiture parce que j'essayais de partir à une clinique, mais parce que le chien avait trop mal et est en train de se vider de son sang. Mais là, il est dans la voiture, il a mal, il a très mal, et il a mis du sang partout, je peux pas l'emmener. Et effectivement, quand j'arrive à la voiture, pour voir ce qui se passe, il y a du sang partout sur les vitres. Le chien, il a repeint la voiture de sang. Clairement, on ne peut pas rouler avec. Et là, je me dis, OK, ouais, donc il y a un chien, c'est un petit staffy, qui a bien mal là-dedans, a priori. Bon, je vais quand même faire attention. Et il faut que je l'endorme dans la voiture, globalement. Il faut que je l'endorme où il est, pour pas me mettre en danger, pas que ça soit compliqué, parce que le chien doit vraiment avoir mal. Et là, je me retrouve juste à dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? En fait, il y a un malade qui vient de se jeter sur un chien dans la cité, qui est peut-être encore là, qui a voulu tuer le chien avec un couteau de cuisine. Et toi, tu es là, comme ça, en train de dire, bah ouais, je vais aller le suturer dans sa voiture, quoi. Alors que le malade, il rôde probablement encore. Parce qu'en fait, quand j'arrive dans une cité et qu'il y a des groupes de jeunes, souvent, ce que je fais, c'est que je leur demande mon chemin. Comme ça, je me présente à eux, parce que voilà, les pompiers se font caillasser, les médecins sont pas forcément bien reçus dans les cités parfois. Et donc, je vais toujours me présenter à eux en disant, bah écoutez, je vais voir le petit chien, là, vous connaissez sûrement, il y a une vieille dame qui a un petit chien, ou bien je leur explique quel petit chien, ils le connaissent toujours. Donc souvent, ils m'accompagnent en disant, ouais, tu viens le voir et tout, il est trop sympa ce chien, on l'adore et tout. Je vais voir le groupe de jeunes et je leur dis, écoutez les gars, vous avez sûrement vu ce qui s'est passé. Et ils m'ont dit, ouais, on a vu le gars, on le connaît, c'est un fou et tout. Et c'est ce que je leur dis, si le gars revient, il peut essayer de me tuer là. Donc il va falloir me protéger. Et en fait, les gars sont venus avec moi et ils se sont mis autour de la voiture. Dans ce genre de truc, il faut être à fond sur l'animal parce que le chien, il est dans la voiture, siège devant le siège passager. Il y a du sang partout, c'est compliqué, il faut l'endormir là. Le chien, il est un peu mal, donc il est un peu agressif, il grogne. Donc il faut être à fond sur l'animal à ce moment-là. Et en fait, à un moment, quand je suis en train de l'endormir et qu'il est en train de s'endormir et que moi, je suis avec lui en train juste de voir si tout va bien parce qu'il a perdu beaucoup de sang, je sens un mouvement d'air, quoi, globalement. Et là, je vois, et je me retourne et je vois tous les jeunes qui se sont barrés en courant. Et en fait, ils se sont barrés en courant après le mec qui était revenu avec son couteau. Et en fait, il y a juste un des jeunes qui avait couru moins vite que les autres, je pense, ou bien qui n'avait pas réagi, qui était là,
Et je l'ai réquisitionné en lui expliquant que là, il doit venir m'aider, on doit prendre le chien, on doit le rentrer à l'intérieur de chez la dame pour aller le recoudre, quoi. Et donc, c'est ce qu'on fait. On prend le chien qui est en train de s'endormir, on le met sur une couverture, on part limite en courant pour aller chez cette dame. Je termine à recoudre le chien à l'intérieur sur la table de la cuisine de cette dame. Ça se passe très bien, le chien va super bien. Il se réveille en fin d'intervention, il est nickel. Donc le chien, il s'était quand même pris une lame de couteau. Ouais, c'était un vrai couteau de cuisine, quoi. Donc un petit staffy hyper musclé, mais il avait la lame qui était rentrée de 25 cm quasiment dans l'épaule, quoi. Donc ça m'a pris quand même 3 bons quarts d'heure, 1 heure à le recoudre. Et quand on sort, en fait, il y a tous les jeunes qui nous attendent, qui nous applaudissent, en mode ouais, on lui a défoncé sa gueule, il viendra plus jamais et tout. Et là, tu te dis juste, wow, c'est quoi ce trip? Qu'est-ce que je viens de faire, quoi? Et ouais, ça, c'est des moments hors du temps, quoi. Et bon, je me suis dit quand même, là, tu kiffes peut-être un peu trop le danger, quoi. C'est vraiment, on y va si on veut, dans ces cas-là, parce que j'ai toujours le droit de dire non et de m'en aller, mais moi, j'aime bien. Tu m'as parlé d'une anecdote où tu t'es réparé toi-même, tu t'es fait des plans de suture toi-même. Ouais, Est-ce qu'un vétérinaire est capable de soigner un être humain? Parce que tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait quand même quelques similitudes. Il n'y a pas quelques similitudes, il y a 1 milliard de similitudes. C'est-à-dire que dans mon sac d'urgentiste, tous les jours, il y a 50% de mon matériel qui est du matériel d'humaine. Donc oui, on est capable de soigner. On sait, on n'a pas le droit. Donc j'aurais pas le droit de dire à une personne, je vous pose un diagnostic, je vous fais un traitement. Il y a des gens qui me le demandent. C'est-à-dire que, en fait, quand un propriétaire de chat s'est fait mordre par un chien ou un chat parce qu'il y a eu de la douleur ou un truc, ça m'est arrivé très récemment encore. Je suis intervenu parce qu'un chat s'était bloqué la queue sous une table basse et avait scalpé tout le bout de la queue. Donc tout le bout de la queue est parti. Et quand son maître l'a attrapé, son maître, il s'est fait mordre. Sauf que quand je suis arrivé, il avait une main d'éléphant, globalement, parce que ça s'était infecté. Et je lui ai juste dit, appelez SOS médecin, là, il faut que vous soyez consulté. Ils me disent, mais vous êtes là, vous pouvez pas le faire. Techniquement, si, mais j'ai pas le droit. Mais quand c'est moi, ouais, je me soigne. Une fois, je suis tombé en consultation parce que j'étais en train de faire une pause pipi sur un talus. Et je me suis ouvert le genou sur 10 cm. Je me suis fait une anesthésie locale, je me suis recousu et je suis parti aux urgences après pour avoir un deuxième avis, quand même. Et quand je suis arrivé aux urgences, ils m'ont dit « beau travail, docteur ». Et tout le service est passé sur mon genou à ce moment-là pour dire « ah, c'est lui le fou qui s'est recousu tout seul ». Donc ouais, non, on sait faire. Et poser des points de suture, c'est... Voilà, nous, on se recoue. Entre vétos, en soirée, quand il y a un accident, on se recoue nous-mêmes. On a un sport national qui s'appelle le ventre-glisse. Et on s'ouvre souvent le menton en faisant du ventre-glisse à 4 h du matin. Et donc, on se pose des agrafes ou des points de suture sur le bar à 3 h du matin. C'est quoi l'intervention qui est facilement évitable, mais qui te prend le plus de temps au quotidien? Problème de chat bouché. De chat bouché? Ouais, de chat bouché, c'est-à-dire les chats qui n'arrivent plus à faire pipi. C'est hyper fréquent qu'un chat n'arrive plus à faire pipi parce qu'il a des cristaux, des calculs urinaires. Et je sais pas, j'ai pas de pourcentage à donner, mais dans beaucoup de cas, c'est dû à l'alimentation, une alimentation de mauvaise qualité qui va favoriser les cristaux urinaires chez le chat. Sauf que c'est des interventions les plus dangereuses pour un chat, parce que c'est-à-dire que si le chat n'arrive plus à uriner, en fait, sa vessie va gonfler, et ça va devenir, elle va avoir la taille d'une énorme orange à un moment, et ça va devenir hyper douloureux. Moi, j'ai fait une obstruction urinaire dans ma vie. C'est des douleurs qu'on comparerait à des douleurs d'accouchement. Moi, j'ai vomi de douleur quand ça m'est arrivé. Voilà, j'étais à 2 doigts de me prendre une sonde en métal et de me sonder moi-même, quoi. Tellement j'avais mal. Les chats peuvent en décéder, et ils peuvent en décéder assez rapidement. Et pour moi, ça a été même une des interventions les plus marquantes que j'ai eues, parce que j'ai perdu un chat suite à une intervention comme ça. C'est-à-dire que j'intervenais chez un avocat dans le 3e arrondissement. Alors pour le coup, lui, ça n'avait rien à voir avec l'alimentation, parce que son alimentation était de super qualité. Et son chat a un blocage urinaire, donc il n'arrive plus à faire pipi. Donc un pénis de chat, ça fait moins d'1 centimètre. Et donc moi, il va falloir, pendant cette intervention, que je passe un tuyau qui fait 1 millimètre, un peu moins d'1 millimètre même, dans un pénis qui est grand comme ça, qui est tout mou, et donc il faut que j'endorme l'animal. Sauf que quand on fait cette intervention, comme ils n'arrivent plus à faire pipi, il y a plein de désordres dans leur sang qui font que l'intervention est risquée. Donc on l'a fait à domicile uniquement quand on est sûr qu'il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que si on sent qu'il y a un risque anesthésique, on fait hospitaliser l'animal pour que ça soit fait en clinique, pour qu'il y ait vraiment encore plus de matos de réanimation à ce moment-là, au cas où il y a un arrêt. Et en fait, moi, donc ce chat, il n'était pas bouché depuis très longtemps, parce que souvent, quand il y a des problèmes, c'est qu'ils sont bouchés depuis un peu plus longtemps.
Je sonde ce chat, donc ça prend un peu de temps, ça me prend une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Globalement, souvent toute la procédure. Et le chat commence à se réveiller à la fin de l'intervention. Il m'a fait pipi dessus en plus et tout, donc je suis un peu dégueulasse. Mais je discute avec le propriétaire pendant tout le truc, on sympathise. Il avait une affaire à Marseille, un gros cas de mafia ou je sais pas quoi à Marseille qui devait aller traiter le lendemain. Et son chat se réveille tranquillement. Je vais donner un bain à son chat et tout en plus parce qu'il a mis de l'urine partout. Et on a vraiment sympathisé pendant cette consultation. Et à la fin, donc je suis en train de faire le compte rendu avec le propriétaire. Le chat se promène dans l'appartement et le chat, d'un seul coup, revient vers nous regarde et fait juste miaou et il tombe raide mort sur le côté. Il fait un arrêt cardiaque. En fait, c'est juste tout ce qui s'est passé, c'était trop pour lui. Il allait très bien quelques minutes avant et là, il fait un arrêt. Donc moi, je me lance en réanimation et tout ça, c'est hyper compliqué. Et en fait, à aucun moment, j'aurais pu venir voir que ça se terminait comme ça. C'est pour ça que c'est une des interventions qui m'a le plus marqué parce que je me retrouve et j'explose en sanglots en sortant parce que je sors de chez ce propriétaire qui m'a confié en plus le corps de son chat et je pleure en sortant et c'est des choses qui peuvent arriver malheureusement. Donc là en plus il y a pas de, je peux pas m'en vouloir. Je discutais pendant des heures et des heures de cette intervention avec d'autres vétos. Je me dis mais en fait t'as juste tout bien fait mais tu pouvais pas le prévoir. Et donc s'il y a une souffrance que j'aimerais pouvoir éviter pour les chats, c'est ça. Donc faites gaffe à ce que vous donnez à manger à vos chats parce que notamment si vous avez des mâles et qui font des problèmes urinaires, ça peut être hyper compliqué et c'est souvent dû à l'alimentation. J'étais incapable de consulter pendant 2 jours suite à cette intervention. Parce qu'en fait, je lui ai écrit un message le lendemain parce que voilà, j'avais besoin d'en parler et j'avais besoin d'en parler avec lui. Donc je lui ai juste envoyé un SMS parce que je savais qu'il était en audience et que c'était compliqué et tout. Heureusement qu'il m'a fait une réponse. Il m'a fait une réponse dont je me souviendrai toujours. Il m'a juste dit ne vous en voulez pas, je vous tiens dans la plus haute estime. Peu de monde aurait fait ce que vous avez fait pour votre pote. Il reprenait le petit surnom que j'ai donné à son chat. Et il m'a juste dit merci, quoi. Et en fait, si lui m'avait pas dit ça, ça aurait pu vraiment plus me flinguer, quoi. Parce qu'on a tous peur de l'erreur et que c'est toujours le truc où on va se repasser les situations 15 fois dans la tête. Même si on n'y peut rien, on aimerait tous pouvoir les sauver. Et comme cette intervention, elle est à risque de base, en plus, on se la repasse souvent si jamais il y a des problèmes. Et malgré le fait qu'il y ait pas eu d'erreur, bah, c'est traumatisant. Donc ouais, s'il y a une intervention que j'aimerais pouvoir éviter pour les chats, c'est celle-là. Toi, contrairement à des vétérinaires en clinique, c'est du one-shot. Un animal, tu le vois une fois ou 2 fois grand maximum. Et contrairement à d'autres vétérinaires, t'as pas l'attachement à l'animal. Bah, on parle forcément de fin de vie dans ce cas-là, parce que c'est ça les moments qui sont durs, parce que suivre un animal qui va bien, c'est chouette. On va dire, l'attachement, il vient différemment. C'est-à-dire que... Alors, déjà, il y a des propriétaires qui redemandent à ce que ce soit moi qui passe, surtout au moment de la fin de vie, s'ils ont déjà eu à faire appel à moi avant. Donc, j'y vais toujours dans ce cas-là. Donc, il y a des gens que j'ai vus 2 fois, 3 fois parfois. Madame Jacques, dans le 6e, je l'ai vue 50 fois pour ses 14 chats. Elle veut voir que moi. Et c'est ma meilleure assistante vétérinaire. Elle a 95 ans, elle a une fracture au col du fémur, mais elle tient encore ses chats comme personne ne m'a jamais tenu ses chats. Mais en fait, le problème, c'est que je rentre dans une tranche de vie au moment où je passe la porte. C'est là la grande différence avec la clinique. La clinique, c'est le propriétaire qui vient à nous et il y a moins d'interaction au final. Donc il y a toujours, quand on bosse en clinique, il y a de petits chouchous, il y a des petits animaux qu'on aime bien. Mais moi, je vais partager une tranche de vie avec les propriétaires et ils vont vraiment s'ouvrir à moi. Je connais tout. Alors j'ai les codes de tous les immeubles de Paris déjà, mais j'ai aussi beaucoup de secrets. Les gens se confient. Parfois, je passe 2-3 heures avec les gens. Hein, ils me racontent leur vie, quoi. Et j'ai des fins de vie comme ça qui sont, qui m'ont hyper marqué. Parfois, les gens nous appellent pour une fin de vie. C'est-à-dire qu'il y a 2 types de fin de vie qu'on fait. Il y a celle qu'on va décider sur place, c'est-à-dire qu'on arrive face à un accident, face à une situation qui est trop grave, et on va en parler à ce moment-là. Parce que le chat est tombé du 7e étage, il s'est cassé les 4 pattes, il a les fractures des côtes, il va mourir globalement. Et là, on décide, nous, de la fin de vie avec les propriétaires. Et parfois, comme ça se passe plus calmement à la maison, les propriétaires décident de faire appel à nous pour la fin de vie à la maison et pour qu'on les accompagne dans ce moment-là. Et un jour, je suis appelé pour une fin de vie sur un chat qui a un cancer. Et en fait, ce chat a accompagné, enfin, a été adopté par une famille au moment du cancer de leur jeune fille qui est décédée depuis. Ah, j'aime pas la raconter, celle-là. Et en fait, elle est... La petite fille, elle a été accompagnée par ce chat pendant toute sa chimio, pendant toutes ses séances et tout ça, et ça l'a énormément aidée à l'époque. Quand je suis rentré dans cet appartement, il y avait tout le monde qui était là, et quand on rentre pour une fin de vie, il y a toujours de l'émotion, mais là, je sentais qu'il y avait quelque chose de spécial, et j'étais pas au courant avant d'y arriver. Et en fait, quand je m'approche du panier du chat, il y avait la sœur, le frère, les 2 parents, et il y a une photo d'une petite fille à côté du chat à ce moment-là, et
Et en fait, ils m'expliquent la situation, ils m'expliquent la chimio, ils m'expliquent à quel point ça a été dur pour eux. Le chat, en plus, c'est un hasard pur, mais a le même type de cancer que la petite fille. Et en fait, il y a des moments où on veut aller plus loin dans l'histoire, on pose des questions, tout ça. Et là, en fait, juste incapable de poser des questions à ce moment-là, parce que la situation est trop dure. Et encore heureusement que je suis pas papa à ce moment-là. J'ai pas encore ma fille à moi à ce moment-là, parce que sinon, ça aurait été encore pire. Et quand j'y repense aujourd'hui, je repense juste à ma fille, quoi. Pour une fin de vie, on endort d'abord l'animal. Donc l'animal s'endort paisiblement dans le panier avec toute la famille et tout à côté, la photo de la petite et tout. Et en fait, ils ont cette phrase au moment où je fais la deuxième injection. Donc je m'approche de l'animal pour faire la deuxième injection. Et il lui dit juste, tu vas aller rejoindre ta petite sœur. Et en fait, il y a les larmes forcément qui coulent à ce moment-là, quoi. On est obligé, on pleure, je pleure avec eux. Enfin, j'ai des larmes qui viennent. Et c'est hyper dur comme consultation. Et même si je les connaissais pas, ces gens, et que je les ai jamais revus derrière, c'est des moments hyper durs, quoi. Ça met le moral à zéro, quoi. Après ça, j'ai dit à mes collègues, écoutez, j'arrête de bosser ce soir, c'est plus possible. Démerdez-vous sans moi, là, je peux pas, quoi. Donc non, on suit pas, on n'a pas la chance de suivre les animaux, mais on est dans des situations parfois c'est le contexte qui fait que c'est très dur, quoi. C'est quoi ton intervention la plus improbable? Je suis allé faire un accouchement d'alpaga, exactement. Donc un alpaga, c'est comme un lama, globalement, dans un cirque dans le 78. J'étais véto rural avant. Il n'y a pas beaucoup de vétos en Ile-de-France qui soignent les animaux de ferme. Donc un lama, c'est un animal de ferme. Au final, j'ai eu la chance, en plus, c'est que pendant mes études, on suivait un élevage d'alpaga quand j'étais encore à l'école véto, donc j'ai vu pas mal d'alpaga dans ma vie. J'en ai soigné beaucoup. Quand il faut aller voir un cochon à 3h du matin, en fin fond du 91, c'est moi qui y vais, en général. Donc mes collègues savent qu'ils peuvent me réveiller tous les jours pour ça. Et en fait, un jour, je suis appelé du coup pour faire une mise bas d'alpaga dans un cirque. Donc quand j'arrive sur place, je suis content parce que je vais pouvoir remettre mes bottes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mis mes bottes à ce moment-là. Ça faisait plusieurs années que je ne faisais pas de rural. Et j'ai gardé justement tout mon matos de rural dans ma voiture. Et donc je me mets en tenue. Parce qu'en fait, quand on fait un accouchement à la ferme, on a une casaque en plastique qui nous recouvre complètement parce qu'il va y avoir du liquide qui va voler partout globalement. Et là, je suis accueilli par une bande de forains, quoi. Et en fait, grosse pression, quoi, parce que le gars qui vient m'accueillir, il m'écrase la main directement en mode ah, j'ai pas réussi et tout, genre t'as intérêt à y arriver toi, quoi. Donc t'es en mode ouf. Parce que lui a essayé avant toi. Ouais, lui a essayé avant moi, ouais. Donc lui, il a déjà, et il a encore du sang sur les mains, tu vois. Et puis il a le même genre de mains que mon père a, donc c'est des mains qui font 4 fois les miennes, quoi. J'ai les mains d'enfant à côté d'eux. Déjà, juste quand il me serre la main, je me dis putain, s'il a essayé d'accoucher cette alpaga, elle a dû en chier un petit peu. Et en fait, donc je vais faire cet accouchement d'alpaga avec une belle pression, parce que ouais, c'est toujours un truc, quoi. Ça peut mal se passer, ça se trouve, le petit est mort, ça se trouve, ça va terminer en césarienne, ça se trouve, je vais pas y arriver, la mère peut mourir, enfin voilà, c'est compliqué. Et du coup, je vais faire ça dans l'enclos de l'alpaga, et en fait, le petit arrive en siège. Et donc, en fait, moi, des sièges d'alpaga et de brebis, parce que c'est une grosse brebis au final, j'en ai déplié des centaines dans ma vie, parce que comme je faisais les accouchements à la maison quand j'étais petit, j'ai bien appris à faire ça. Et donc je déplie le truc, mais le problème c'est que le petit bouge plus quand je le fais. Donc ça me prend 5-10 minutes de manipulation et ça va assez vite. Mais je sens direct que le petit bouge pas trop, quoi. Et donc je me dis, oh là j'ai grosse pression parce qu'à mon avis je vais sortir un petit mort. Et en fait, je sors le petit, j'accouche la mère, je déplie le siège. Et tout l'enjeu, c'est en fait de ne pas déchirer l'utérus à ce moment-là, parce que quand on déplie avec les onglons des doigts, on peut arracher une partie de l'utérus. Et donc tout se passe bien, je sors le petit, mais le petit est complètement inanimé quand je le sors. Et là, en fait, il faut que j'arrive à réanimer ce petit, quoi, parce que je sens la pression, il y a des gamins et tout autour qui sont là, et ouais, il faut que je le sauve, quoi. Et en fait, je fais ce que j'ai appris et ce que j'ai toujours fait. En fait, on fait de l'essoreuse à salade avec eux. On appelle ça, c'est-à-dire qu'on le prend par les pattes arrière et on le fait tourner, quoi, globalement, pour faire vider les glaires et qui crache tout ça. Et en fait, je fais ça et puis toujours rien. Et là, j'ai pris un seau d'eau que j'avais et en fait, il y a un autre réflexe qu'on stimule, c'est en leur mettant de l'eau froide dans l'oreille. Et je jette un seau d'eau froide dans l'oreille de ce petit cria, ça s'appelle un petit alpaga. Et en fait, là, il revient à lui. Et en fait, je sentais que tout le monde était hyper chaud quand ça arrivait et qu'ils se sont tous mis autour de moi là, au moment où il est sorti. Et en fait, là, quand le petit revient à lui et commence à respirer, tu sens d'un seul coup le respect qui arrive, tu vois. Et t'as le gars qui vient et qui te tape sur le dos en disant merci et tout. Et ouais, il y a beaucoup de fierté dans ce genre d'intervention parce qu'en plus, tu sauves un bébé qui vient au monde, tu vois. Donc c'est hyper cool comme intervention. Et et tu sens tout de suite le respect qui tombe, quoi. Et puis là, il a voulu à ce moment-là me montrer forcément tous les animaux de son cirque. Et puis là, je suis parti gentiment en disant que j'avais autre chose à faire, quoi. Parce que quand même,
Parfois, on cautionne pas. Tu vois, parfois, je suis appelé dans des cas où t'es pas dans la maltraitance, mais tu sens de la négligence sur un animal. Et donc, parfois, il y a des trucs que tu cautionnes pas, que tu vas voir, et puis tu peux pas tout régler. Donc, tu règles ce que tu peux, mais là, tu vois, je peux pas lui dire de se débarrasser de ces animaux, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon, le petit va bien, donc c'est cool. Tout à l'heure, tu m'as parlé de relations avec les propriétaires des animaux. J'ai beaucoup de relations intimes avec les pros. Et justement, est-ce que ça t'arrive de sympathiser avec tes clients ouais. Et de finir, je sais pas, à 3h du mat avec ouais, bien sûr. Alors là, on se fait draguer parfois en consultation. Donc, je sais pas si c'est l'uniforme, si c'est l'heure de la nuit. Mais il m'est déjà arrivé d'être appelé pour des animaux qui n'avaient rien, avec juste une propriétaire qui m'a accueilli en nuisette et qui était très très inquiète pour son petit chat. Et vous comprenez, docteur, je suis très émotionnel et voilà, si vous pouviez rester avec moi cette nuit, ça serait mieux. J'ai eu le cas aussi, même un jour, avec un couple de lesbiennes dont une des femmes m'a rappelé, assez insistante par la suite, parce que je laisse souvent mon numéro de téléphone, si jamais il y a des... Parce que le chat avait convulsé, il y a eu plusieurs crises de convulsions. Donc en fait, j'avais laissé mon numéro au cas où il y avait de nouveau des crises de convulsions. Et en fait, j'ai surtout eu des messages pour est-ce que vous pouvez revenir me voir, globalement. J'adore ce que vous faites, c'est magnifique, j'aimerais vraiment que vous passiez chez moi ce soir, quoi. Et ça nous arrive à tous, hein. Y a pas que moi, pour le coup. Mais voilà, on a souvent des petites propositions, mais il y a des moments aussi sympas, vraiment sympas. Et moi, je me suis fait des vrais amis en consultation. Et j'ai un jour où en fait, je suis appelé pour un problème de glandes anales chez un chat. À 2h du mat à peu près. Et en fait, c'est pas une intervention de 2h du matin normalement. Normalement, l'intervention de 2h du matin, c'est pas un petit abcès au niveau d'un anus d'un chat, c'est une vraie urgence. Et en fait, quand j'ouvre la porte, c'était dans le 13e ou le 14e, je sais plus. Et je suis accueilli par 2 retraités en peignoir, nus sous leur peignoir. Et clairement nus sous leur peignoir. Et ils sont en train de fumer une chicha. Et ils m'expliquent que leur chat a mal aux fesses depuis quelque temps, ils ont attendu, mais là... Vraiment, il a trop mal aux fesses et il faut s'occuper de lui maintenant. Donc je dis, OK, il n'y a pas de problème, on va faire ça. Et avant que je commence, je leur explique qu'il va falloir que j'endorme leur animal, que je le tonde, que j'aille percer l'abcès, que je pose éventuellement un point ou deux. Donc il y a une procédure de 3/4 d'heure, 1 heure. Il me dit, vous allez bien boire un coup avant ça. Et je dis, non, je ne vais pas boire un coup, là je vais m'occuper de votre chat. OK, bon, d'accord. Je les sens un peu déçus, ils retournent, ils sont en train de boire leur coup et on discute en même temps que boivent le coup. Moi, je suis sur la table de la cuisine, ils sont sur la table du salon. Et puis l'animal met un peu de temps à s'endormir. Parce que parfois, l'anesthésie, le temps que ça se mette vraiment en place, qu'il se relâche et tout, ça peut prendre 10 minutes, 1/4 d'heure. Et donc, moi, j'attends, ils me racontent leur vie, ils me disent « vous voulez pas un coup à boire ?» Il met du temps à s'endormir. Je dis « Non, je m'occupe de votre animal, quoi. » Et voilà, je fais mon opération et tout, et puis ça se termine, j'ai recousu le chat, tout va bien. Là, ils me disent « Bon, vous allez prendre un coup à boire maintenant ?» Je dis « Non, j'ai d'autres interventions, je vais pas boire un coup. » J'adore boire des coups, hein. Quand je faisais de la rurale, j'ai dormi chez des éleveurs, enfin voilà, j'ai fait louper un Noël chez moi parce que j'étais trop bourré. Donc ouais, j'adore boire des coups avec eux, mais là, je suis en service encore, je peux pas prendre la voiture et boire, quoi. Et parce que c'est vraiment que ça qui m'empêche, hein, c'est la voiture, de dire oui. Et là, je me dis, bon, ils insistent, ils sont vraiment insistants et on a passé un super moment. Donc je dis, bon, ouais, il me reste 1 heure de service derrière moi. Et donc j'appelle la centrale et puis je leur demande, écoutez, est-ce que vous avez besoin de moi encore ou est-ce qu'il n'y a pas d'urgence et que vous avez le nombre de vétos? Et là, je leur dis, il me dit juste, écoute, c'est hyper calme ce soir, il nous reste une intervention, on a 4 vétérinaires sur la route, c'est bon, vas-y, bois ton coup et puis on te retire du planning. Et donc là, on a commencé à boire un coup. Et donc, ils me disent, je leur dis, vous avez quoi à boire? Et là, ils me disent de la DSP. Et je leur dis, écoutez, vous êtes un peu jeune pour boire de la DSP, non? Et puis là, ils m'ont juste dit, vous savez pas à qui vous avez affaire. Donc j'ai bu mon demi-litre de DSP et on a tombé une bonne bouteille de whisky après ça, à 3. Je me souviens pas de la fin. Je suis rentré en taxi et vraiment, ils étaient d'une sympathie sans nom. Je les ai jamais rappelés pour le coup. J'étais un peu honteux. Je pense que je tenais plus vraiment droit à la fin. Et en fait, j'ai eu des nouvelles par leur vétérinaire traitant qui m'a juste mis un message, parce qu'on est vachement en relation avec les vétérinaires traitants, qui m'a juste mis un message par la suite en me disant il paraît que tu as passé un super moment chez eux, ils te remercient. Le lendemain, quand je suis retourné chercher ma voiture, je suis pas allé sonner. J'avais peur qu'ils me proposent de nouveau un coup à boire, globalement. C'est quoi le plus gratifiant pour toi, de manière générale? Il y en a 2, je trouve. C'est bizarrement les fins de vie. Parce que les propriétaires, vraiment, on a la chance de pouvoir les accompagner. Donc, c'est hyper gratifiant. Et la confiance qu'ils mettent en nous pour la fin de vie, parce que c'est quand même un acte pas anodin. On va mettre fin à la souffrance de leur animal, mais voilà, ils nous donnent toute leur confiance à ce moment-là. Mais il y a aussi les interventions vraiment un peu épiques, on va dire, qui sont celles les plus impressionnantes qu'on a sur des accidents.
Et en fait, à la fin, on se sent comme un super-héros, quoi, globalement. Donc, ces interventions-là, moi, j'en ai une qui m'a particulièrement marqué. C'est celle où je suis intervenu pour désempaler un chat qui était tombé du 5e et qui s'était empalé sur les gros pics qu'on a dans les immeubles haussmanniens, là. J'ai mon centre de régulation qui m'appelle pour me dire écoute, Pierre, quand il m'appelle, en général, c'est qu'il y a une merde. Là, il y a une urgence, il y a une grosse urgence, il faut que tu partes tout de suite. Il y a un chat qui s'est empalé sur une grille, t'es à 20 minutes. Et là, j'ai foncé, j'ai pris la voiture, grillé quelques stops, parce que je sais que ce chat est empalé sur cette grille et qu'il est en train de souffrir, quoi. On n'a pas de gyro, d'ailleurs. Si cette vidéo peut m'aider à avoir un gyrophare pour moi et mes collègues, ça serait cool. Je suis accueilli par le mari, en fait, qui m'attend devant, et puis il m'amène dans la cour. Et il y a sa femme qui tient son chat à bout de bras, donc il y a une pointe qui ressort du dos, et qui se fait lacérer les bras par ce chat, et le chat lui saigne sur les bras en plus. Elle le tient pour le soulager, parce qu'en fait, avec le poids, il a de plus en plus mal au final quand il se débat. Donc elle essaie de le calmer un petit peu sur cette grille. Et bizarrement, c'est toujours les femmes qui s'occupent de ces choses-là. C'est jamais les hommes, on est toujours très lâches dans ces cas-là. Et là, il faut que je désincarcère ce chat qui est là-haut. Qui est encore conscient. Qui est conscient, complètement conscient, et en train de se débattre de douleur. Et voilà, il est encore là, il est encore avec nous. Et en fait, il faut que j'arrive à m'occuper de ça, quoi. Et donc, il faut grimper sur le petit muret pour arriver en haut. Et en fait, je peux pas le désincarcérer, c'est trop compliqué, il a trop mal. Donc, il faut que je l'endorme sur la grille. Donc, je vais l'anesthésier et le chat sur la grille. Et après, il faut que je lui ouvre une partie du ventre pour pouvoir faire le trou un petit peu plus large pour pouvoir le sortir. Là, j'opère, je suis dans une situation de guerre. Mes profs de chir auraient vu ça, ils m'auraient dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi ? C'est pas comme ça qu'on opère, quoi. » Bah ouais, mais j'ai pas le choix. Je désincarcère ce chat, et puis je vois en plus je vois des gens qui regardent, parce que ce chat hurle dans la cour, donc je vois des gens aux fenêtres qui regardent. Je me dis « Putain, en plus, je suis regardé, là, j'ai pas le droit à l'erreur. » Et quand je réouvre le ventre de ce chat, la peau, je vois qu'en fait, c'est juste passé dans le gras du muscle, enfin dans le muscle et dans la peau, et en fait, ça a pas touché l'abdomen du chat, donc c'est vraiment passé dans le pli de laine. Et en fait, ce chat, il va s'en sortir, quoi. Je sens qu'il peut s'en sortir. Et donc, on désincarcère le chat. Et moi, je suis avec ma petite lampe frontale, en plus, parce que c'est pas très éclairé, donc c'est un peu une galère. On arrive à le désincarcérer, on remonte chez les gens pour le recoudre sur la table de la cuisine. Et en fait, ce chat va vivre, quoi, à ce moment-là, je le sais. Donc je laisse ce chat à la maison, je leur propose de le faire hospitaliser quand même, parce que le chat, il avait mal. Ils veulent pas, ils me disent non, on veut rester avec lui toute la nuit et tout, on veut pas le faire hospitaliser. Vous nous avez dit que l'abdomen n'était pas touché, ça va aller, on va le surveiller. Et je repasse chez les gens plus tard dans la nuit pour refaire des injections de morphine, pour qu'il ait pas mal, tout simplement, parce que les injections que je fais va faire effet que pendant 4 heures. Donc il faut pouvoir lui redonner de la morphine derrière. Donc je repasse plus tard, vers 4 heures du matin, je suis repassé les voir, et le chat allait très bien. Et après ça, il y a donc ce petit moment que j'adore toujours, parce qu'à Paris, c'est un moment incroyable, c'est quand au petit matin, je descends sur les quais de Seine, je passe devant la Tour Eiffel, et là, je me sens bien, quoi. Et là, c'est hyper gratifiant comme moment. Et là, je me remercie, je suis toujours trop fier de faire ce métier quand il y a des interventions comme ça. Alors, toutes les interventions, c'est sympa, je suis utile dans tous les cas, mais là, spécialement, c'est des moments de folie, quoi. Et donc, le chat est encore en vie Le chat est encore en vie, j'ai eu des nouvelles par son vétérinaire traitant, il a dû réopérer par la suite. Mais il va bien, il est sûrement que ça s'est passé il y a quelques années, mais il est encore sûrement en vie, et il va sûrement très bien encore. Et j'espère juste qu'il ne soit pas retombé par la suite, quoi. Wow. Parce que parfois, il tombe plusieurs fois, c'est ça qui est gênant. Tout à l'heure, tu me parlais de fin de vie. Ouais. Est-ce que toi, tu fais beaucoup d'euthanasie ? C'est 8% de mes consultations. En plus, les gens aiment bien que ça se passe à la maison. Donc ils font beaucoup appel à nous pour ça. Et c'est toujours des moments très durs. Pas pour moi, forcément, parce qu'avec le temps, j'ai pas une carapace qui s'est formée, mais j'arrive à être dans l'empathie, j'arrive à comprendre leur douleur sans pourtant qu'elle devienne la mienne, globalement. Ce qui est très dur à comprendre au début, comment faire ça. On n'est pas à la place des propriétaires. Et souvent, on a cette question, qu'est-ce que vous feriez à notre place quand on est face à une fin de vie ? Et c'est pas une question à laquelle on peut répondre. Moi, je leur dis toujours, écoutez, moi, je suis vétérinaire, donc moi, si je veux, j'ai tout le matériel à la maison pour faire un hôpital chez moi. Donc, la question se pose pas. Et c'est toujours dur de réussir à leur faire prendre la décision qu'on pense la mieux. C'est pas des moments très faciles, en général. Tu te souviens, toi, de la première fois où tu as euthanasié un animal ? Non, je me souviens pas de la première. En fait, j'ai oublié la première avec le temps. Il y en a quelques-unes qui sont marquantes, mais on prend du recul. Et malheureusement, ça m'en fait faire. Si j'en fais 8%, j'en fais plus d'une centaine par an. Donc, ouais, j'en fais beaucoup. Donc, on peut pas se souvenir de chacune. C'est l'intervention sur laquelle on doit être le plus impeccable quand on intervient, parce qu'on peut pas mal
faire une fin de vie. Voilà, il faut que ça se passe dans l'apaisement, que l'animal parte tranquillement, parce qu'il n'y a rien de plus traumatisant pour un propriétaire qu'avoir une fin de vie qui se passe mal. Et ça, pour moi, ça a toujours été le challenge. J'ai changé mes protocoles anesthésiques au fur et à mesure du temps, en prenant de l'expérience, pour que ça se passe le plus dans la douceur possible. Parce que c'est toujours des moments hyper durs, et c'est la consultation qui me prend le plus de temps aujourd'hui. C'est celle où je consacre le plus de temps, parce qu'il faut vraiment laisser le temps au propriétaire de dire au revoir, et être sûr que ça soit le bon moment avec eux, avec l'animal. Donc c'est beaucoup de discussions à ces moments-là. On parle beaucoup. Et ça prend beaucoup de temps comme intervention. Tout à l'heure, en début de vidéo, tu nous as parlé que tu aurais volé un chat pour lui sauver la vie. Ouais. Justement, on parle beaucoup de fin de vie. Et en fait, ce jour-là, je suis appelé pour une fin de vie sur un chat. Mais je ne suis pas accueilli par la propriétaire du chat. Je suis accueilli par sa fille, qui prend toutes les choses en main en disant, voilà, ma maman perd un peu la tête, on va la faire placer. Et le chat, il va pas bien. Donc, il faut le piquer. Quand j'entends le contexte de on va placer ma maman, elle va venir avec nous, il faut se débarrasser du chat, tout de suite la puce à l'oreille, ça sent ce qu'on appelle l'euthanasie de convenance. C'est-à-dire je veux me débarrasser de mon animal. Globalement, je veux qu'on l'euthanasie. Et du coup, je suis un peu interpellé parce qu'à ce moment-là, on m'a parlé de tout ça, j'ai pas encore vu le chat, qui est dans une pièce à côté. Et je me dis, ok, bah ouais, mais il faut peut-être d'abord que je voie l'animal et tout ça. Et c'est vraiment la maman un peu perdue pendant la consultation, elle dit pas grand-chose. Et la fille m'explique qu'ils peuvent pas emmener le chat avec eux, qu'il est malade, que ça va pas, qu'ils ont déjà un chat à la maison. Et quand je vais dans la chambre où il y a le chat, je suis accueilli par un chat noir qui vient se poser sur mes genoux et qui ronronne. Et les gens ne sont pas venus avec moi à ce moment-là. Je suis seul dans la chambre. Donc j'ai le chat sur moi et je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, je l'examine, il a un souffle au cœur. Voilà. Donc c'est un vieux chat de 14 ans, un chat noir, qui a un souffle au cœur. Et là, je me dis, mais non, je peux pas. Je peux pas euthanasier le chat. Même pas j'y pense, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de cet animal? Là, ils vont l'abandonner, au mieux. Ou au pire, en fait, j'ai senti chez la fille, là, une froideur, mais je sais pas, je me suis dit, elle va peut-être le tuer, quoi. Je sais pas, ça se passe dans ma tête. Et là, je me dis, mais en fait, je peux pas le laisser là, du coup. Je peux pas laisser cet animal ici. Je peux pas le dénoncer à une asso, parce que ça va prendre trop de temps, ils vont se barrer. Les valises étaient faites, globalement, quoi. Et là, je me dis, bah écoute, je vais le prendre avec moi. Et il faut que je fasse croire à cette dame que je vais euthanasier cet animal. Et donc là, j'imagine la mise en scène. Donc je me dis, je vais l'endormir. Et je vais l'emmener avec moi. Et puis, je vais aller le relâcher chez une vieille dame que je connais qui habite pas très loin. Parce qu'à 2-3 villes de là, je connais une vieille dame qui a plein de chats. Et le chat avait déjà vécu avec un autre avant. Donc je me dis, ça va bien se passer. Et voilà, c'est un chat qui est habitué à sortir. Sauf que là, du coup, j'endors le chat. Mais je peux pas l'endormir trop fort parce que le chat est cardiaque. Donc si je l'endors trop fort, je peux le tuer. Et donc j'endors le chat, je fais signer les papiers, je dis voilà, je vais l'euthanasier. En plus, voilà, enfin, on va pas faire ça ici, la deuxième injection, parce que votre maman va être très touchée et que je vais la faire à mon cabinet. Donc, mytho complet, j'ai pas de cabinet. Et en fait, je suis parti, donc je sors avec le chat dans les bras en disant voilà, faites-lui un dernier au revoir, la vieille dame qui fait une dernière caresse et tout, mais qui est vraiment très perdue à ce moment-là. Et voilà, je dis je prends bien soin de lui. Et donc je passe la porte, et là, le chat se réveille et part en courant. Parce que je l'avais pas endormi assez. Et donc, je me retrouve avec les deux personnes qui me regardent complètement choquées. Le chat qui est parti en courant au bout du jardin, que j'ai rattrapé finalement juste avant qu'il se barre complètement. J'ai réussi à l'attraper parce qu'il s'est quand même finalement endormi. Et j'ai emmené ce chat avec moi. Dans ma voiture, je lui ai fait l'antidote de ce que je lui avais injecté. Et en fait, je suis allé le relâcher chez cette vieille dame que je connais très bien. Mais j'avais pas envie de négocier avec elle à ce moment-là. J'avais fait mon histoire là et je me suis dit, je vais juste le relâcher dans son jardin, quoi. Et en fait, quelques années après, parce que je revois parfois certains clients, parce que justement, on s'est bien entendu et qu'ils font de nouveau appel à moi, et cette dame a beaucoup de chats, et m'a appelé pour un autre chat, et j'ai vu un chat noir sur un de ses fauteuils, et j'ai envie de croire que c'est lui. Je n'ai pas osé lui demander, parce que j'ai pas envie de lui dire que c'est moi qui l'ai relâché, mais j'espère vraiment que c'est lui et qu'il a trouvé une seconde vie là-bas. Donc t'es prêt à tout dans ce genre de situation, quoi? Non, c'est une vraie connerie. Ce que j'ai fait, ouais, il y aurait peut-être eu d'autres solutions, mais sur le moment, c'est la seule solution que j'ai trouvée, tu vois. J'ai pas trouvé d'autres solutions. Donc justement, en parlant d'abandon, si les gens qui regardent cette vidéo sont témoins d'abandon, ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on fonctionne? Alors, il y a les abandons et les maltraitances, je dis toujours, parce que l'un va rejoindre l'autre. Si on est témoin d'un acte de maltraitance, il y a un numéro qui existe aujourd'hui, il y a le 3677. Qui est un numéro dédié à la déclaration des maltraitances. Parce que le problème de la maltraitance, c'est que parfois, c'est des contextes qui sont compliqués, c'est des voisins, c'est des trucs, des gens qu'on voit tous les jours. Donc on peut difficilement parfois intervenir. Donc il faut que ce soit des personnes compétentes qui interviennent. Donc il y a un numéro qui existe pour ça, qui est un numéro gratuit que vous pouvez contacter et qui ouvrira une enquête derrière.
Après, si on est témoin vraiment d'un abandon sur le coup, la personne qui est abandonnée ne récupérera pas son animal. Donc, on est dans le cadre d'un animal qui devient un animal errant. Ça ne sert à rien d'essayer de recontacter le propriétaire, d'essayer de lire une puce, d'essayer de lire un truc. De toute façon, ils ne le reprendront pas. C'est de contacter les services municipaux, donc, globalement, qui viennent. Donc, si vous pouvez et que vous avez la chance, que vous aimez les animaux, de le prendre avec vous le temps qu'il soit pris en charge par un refuge éventuellement, c'est possible. Sinon, c'est d'appeler la mairie, qui se doit d'avoir une astreinte pour ce genre de choses. Ou bien, dans certaines villes, c'est les vétérinaires à qui on a délégué cette mission, mais c'est vraiment la mairie en premier lieu qui est responsable de tout ça. Donc de les appeler et de faire le nécessaire pour l'animal à la base, c'est-à-dire lui donner à boire, à manger, si on peut, le nourrir un petit peu, parce que souvent c'est fait salement au bord d'une route ou dans une forêt, et puis dans ce cas-là, il faut subvenir aux premiers besoins. Et si l'animal est blessé, même on peut appeler les pompiers, qui ont la mission de venir les récupérer. Dans ces cas-là, pour les emmener dans une clinique vétérinaire, c'est eux qui s'occupent du transfert. On va continuer dans les conseils. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, tu as sorti 2 livres, enfin 3 au total, mais là, en l'occurrence, on va parler de 2 livres. Comment réagir en cas d'urgence, SOS chat et SOS chien, les bons réflexes face à 60 situations d'urgence. Alors, pour commencer avec les chats, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner avant que les gens t'appellent sur comment réagir face à des situations classiques? Alors, on va déjà, voire même très en amont, parce que c'est toujours compliqué avec les chats de les déplacer en cas de situation d'urgence. Et les chats sont toujours un peu plus difficiles à manipuler. Je le sais, j'ai une furie à la maison. J'ai une petite Bengale que je ne pensais jamais pouvoir médicaliser. Je suis allé à Aix-en-Provence avec elle en train pour la faire opérer quand même, parce qu'il y avait un problème très spécifique et j'avais un copain chirurgien là-bas et je voulais que ce soit lui qui l'opère. Déjà, c'est d'habituer les chats à être transportés. Je sais que c'est pas facile, mais il faut les habituer à la caisse de transport. Laisser la caisse dans le salon, que ça devienne un élément de la vie de tous les jours parfois. Je sais que c'est pas beau une caisse dans un salon, mais voilà. Et il faut essayer parfois de faire rentrer son chat dedans, même sans l'emmener chez le vétérinaire. On va dire que ça soit pas un traumatisme à chaque fois, parce que ça peut être très compliqué quand on a une situation d'urgence de déplacer son chat, parce qu'en plus il peut être douloureux à ce moment-là, donc ça va être encore pire. Et après, c'est ce qu'on appelle du medical training. On peut faire avec un chat, un chien, c'est-à-dire d'embêter un peu son animal tous les jours, pour l'apprendre à être manipulé. Donc, c'est-à-dire, on regarde dans les oreilles, on soulève la babine, ce genre de choses. Ça, c'est les premiers gestes qu'on peut faire déjà dans la vie de tous les jours, parce que ça aidera beaucoup les vétos dans les situations d'urgence. Et après, dans les conseils que j'ai, déjà, c'est de ne pas laisser les animaux seuls trop longtemps, parce que c'est une des pires situations à laquelle je suis confronté. Les propriétaires sont partis pendant 3 jours, et ils reviennent et ils ont un chat en train de mourir. Un animal, c'est pas fait pour être laissé seul aussi longtemps. 24 heures maximum, vraiment grand maximum, et sur des animaux âgés ou qui ont des problèmes de santé, mais on va dire c'est souvent 12 heures, quoi. Parce que s'il y a un problème qui intervient entre-temps, ça peut aller vite, notamment sur des problèmes cardiaques, ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment les premiers conseils. Après, c'est de se renseigner sur ce qui est dangereux pour son animal. Peu de personnes le savent, le raisin, c'est toxique, l'avocat aussi, les chewing-gums, c'est très toxique. Il va falloir se renseigner sur ce qui est dangereux pour son chat, adapter un peu l'environnement. Le lys, j'ai un nombre d'appels pour des intoxications au lys en ce moment. Les gens découvrent que le lys est toxique. Alors déjà, il faut savoir ce que c'est du lys, parce que j'ai acheté un bouquet de fleurs à ma femme il y a quelques mois. J'ai jeté en rentrant à la maison parce que je ne m'étais pas rendu. J'ai payé 50 balles de fleurs. Et j'ai jeté le bouquet en arrivant chez moi parce qu'elle m'a dit « Mais c'est pas du lys, ça ?» Je dis « Si, je le sais très bien, mais je l'ai trouvé très beau, donc je l'ai acheté. » Donc c'est de se renseigner sur ce qui est dangereux pour les animaux. Donc vraiment. Après, je dis toujours, dans la prévention, ce qui est important, c'est l'alimentation. Parce que beaucoup de problèmes de santé, notamment chez les chats, viennent de l'alimentation. Donc c'est essayer d'avoir une alimentation de qualité. Une alimentation de qualité, c'est pas un beau marketing sur Internet. Parce que parfois, on voit les belles pubs qui passent sur Internet, de belles marques, qui sont du marketing pur. Donc il faut faire très attention à ça, de demander conseil à son vétérinaire sur le type de croquettes qu'on donne. On ne cherche pas à vous en vendre. Globalement, les vétérinaires, on n'est pas concurrentiels. Moi-même, j'achète pas mes croquettes en centrale. Je les achète sur Internet, sur un site Internet. Mais on saura au moins vous conseiller si l'alimentation que vous donnez à votre animal est bonne ou pas pour lui. Et ça évite beaucoup de galères. Et après, si on est dans une situation d'urgence, c'est d'essayer de réfléchir à ce qui se passe et est-ce qu'il faut consulter ou pas, et de ne pas hésiter à appeler les vétérinaires. On est là pour répondre à vos questions la nuit aussi. C'est vraiment le premier conseil, c'est de ne pas hésiter à appeler quand son animal a un problème. Parce qu'en fait, en médecine vétérinaire, avec les animaux, on est comme en pédiatrie. C'est-à-dire qu'on est face à un être vivant qui ne parle pas, comme face à un bébé qui sait que pleurer et crier, globalement.
Ils savent pas s'exprimer autrement. Et pour les chats, les chiens, c'est pareil, ils expriment pas forcément la douleur. On sait pas forcément quand ils ont mal, mais un chat, comme on parle des problèmes urinaires qui n'arrivent plus à faire pipi, c'est une douleur atroce. Et pour autant, il sera pas forcément en train de miauler. Donc si vous avez des symptômes anormaux, soit vous avez un petit bouquin comme le mien qui vous dit si c'est grave ou pas, ce qu'il faut regarder, sinon vous passez un coup de fil, tout simplement. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse avoir. En préparant l'émission, j'ai vu qu'on parlait énormément de suicide chez les vétérinaires. Ouais. C'est un sujet qui n'est pas facile à aborder. Est-ce que toi, tu ressens ce poids en tant que vétérinaire? Oh, ouais. Désolé d'en parler avec le sourire, mais c'est parce que c'est souvent un peu nerveux chez moi. J'y ai été confronté plein de fois. Dans les 2 derniers mois, on a 2 vétérinaires de moins de 30 ans qui se sont suicidés. On est, je crois, entre 3000 et 5000 dans la profession aujourd'hui, donc c'est beaucoup, c'est énorme. On est une des professions qui a le plus gros taux de suicide. On est au même niveau que les flics, on n'est pas au même niveau que les agriculteurs parce qu'ils sont encore à taux un peu supérieur. Mais il y a un vrai mal-être dans la profession. Aujourd'hui, moi j'ai mon coloc, un de mes anciens colocs qui s'est suicidé. C'est très compliqué à chaque fois qu'on l'apprend, qu'on connaisse la personne ou pas, parce qu'on sait qu'on y est tous exposés. J'ai un de mes très bons potes qui est sous antidépresseur en ce moment. On m'a appelé pour une alerte suicide auprès d'un de mes potes, enfin d'une connaissance, il y a quelques mois. Genre en mode, il est où? On n'a plus de nouvelles. On espère juste qu'il n'a pas fait une connerie. Ouais, on est tous dans la profession confrontés à ça. Il y a déjà la facilité d'accès aux produits, parce qu'on donne la mort tous les jours. Donc c'est une des premières raisons qu'on voit, c'est qu'on sait comment faire. Voilà, on sait comment faire pour faire les choses proprement. Pour donner un exemple, mon collègue a fait ça aux toilettes pendant un de ses créneaux de travail. Et il a été retrouvé au bout de plusieurs heures. Il le cherchait partout, il a été retrouvé aux toilettes sur son lieu de travail. Donc quand tu parles de produit, pardon. Ouais, c'est le produit pour euthanasier les animaux. D'accord. Ouais, qu'on utilise pour nous. Ouais, ça fonctionne très bien. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se le branche en perfusion, comme on le fait pour les animaux. Mais normalement, on n'est pas censé pouvoir soi-même pousser la seringue jusqu'au bout, parce que c'est un anesthésique. Et donc, quand on injecte, on s'endort, mais on n'est pas censé pouvoir en pousser assez. Mon coloc a réussi à en pousser assez. C'est pour ça qu'on se le met en perfusion et qu'on laisse couler, en général. Et comme ça, il n'y a pas d'acte volontaire de notre part. Et voilà, mais mon coloc m'a toujours raconté, c'était la légende, que tu ne pouvais pas le faire en te poussant la seringue dans la veine. Il a réussi à le faire. Et donc, on a accès à tout ça et on sait comment faire. Et on sait comment mourir sans douleur, en fait. Donc, voilà, ça, c'est une des premières raisons. La deuxième raison qu'on voit, c'est la surcharge de travail. On est en sous-effectif dans la profession, clairement. C'est en train de se régler parce qu'il y a beaucoup de filières étrangères qui sortent des vétos français aujourd'hui. Merci à toutes ces écoles étrangères d'être là. Parce que si on avait juste les effectifs français aujourd'hui, on serait encore plus dans la merde. Il y a de plus en plus d'animaux et clairement, ça n'a pas été anticipé parce qu'il y avait des quotas en France. Il y avait 4 écoles vétos. C'était ça, basta. Il n'y avait pas moyen de mettre plus d'étudiants dedans parce qu'il n'y avait pas la place. Voilà, et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont se former à l'étranger, du coup. Et il y avait des quotas qui étaient là très serrés. Et du coup, en fait, tout le monde est en surcharge, quoi. En surcharge de boulot, en permanence. Et avant, ce qui se passait historiquement, c'est que les vétos travaillaient le jour et la nuit. C'est-à-dire que c'était les vétos qui faisaient la journée, qui faisaient les gardes de nuit derrière. Et c'est là que nous, avec ma boîte, on arrive en jeu, c'est que nous, on essaie de changer un peu ce paradigme. C'est-à-dire on a formé des vétos à être urgentistes et à ne travailler que la nuit, dont c'est le métier pour tenir dans la durée. Parce que te faire tes journées en clinique, te taper la nuit derrière et enchaîner le lendemain matin, c'est pas un rythme de vie qui est tenable, au final. Donc ça, c'est une des problématiques qui me tient à cœur et que j'essaie de solutionner aujourd'hui. En me disant, OK, on a des urgentistes, il faut qu'on leur permette une belle vie, c'est-à-dire autant de congés qu'ils veulent, avec un salaire convenable en face, supérieur à la moyenne des vétos, et qui puissent durer dans la durée. Voilà, qui puissent faire ça pendant 35 ans de leur vie, avoir une belle vie de famille, avoir des enfants et tout ça à côté. Enfin, moi, je vois ma fille tous les jours, c'est incroyable. Et donc, il y a la fatigue, tout simplement, du boulot qui est là. Parce que toutes les cliniques... Je connais pas un véto aujourd'hui qui me dit « j'ai pas de travail ». Voilà, ils sont tous débordés, les cliniques débordent. Et quand tu dois terminer à 18h, en général, tu termines à 20h le soir. Et tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu remplis le lendemain. Donc tu as une fatigue chronique qui se met en place globalement dans la profession. J'adore les propriétaires d'animaux et je trouve que l'amour qu'ils leur portent, heureusement qu'il est là, mais parfois ça va trop loin. C'est-à-dire qu'on a un nombre d'incivilités qui est les mêmes problématiques que les soignants, que les infirmières et tout ça. Moi, franchement, je n'y ai jamais été
J'y suis confronté au téléphone. Je me fais insulter au téléphone tous les jours. Mais je vois pas les gens. Voilà, ça reste au niveau du téléphone. Ah, vous êtes un enculé, vous voulez pas soigner mon chien gratuitement. Voilà, ok. Fine. Passe ton chemin et ça m'atteint pas vraiment. Moi, quand j'interviens à domicile, franchement, j'ai toujours été bien reçu. Je sais pas si c'est de la chance ou pas. Mais dans les cliniques véto, j'entends beaucoup parler d'incivilité, de menaces. On a une clinique que je connais, ils ont voulu charger la clinique à la voiture bélier, quoi, récemment. En disant, vous avez tué notre chien. Non, votre chien devait mourir, vous n'en êtes pas occupé à temps. Et je comprends la détresse d'une personne qui perd son animal, mais il faut jamais oublier que nous aussi, on est des humains derrière et qu'en fait, on se donne à donf. Je connais pas un véto aujourd'hui qui se donne pas à fond. Ce problème d'agressivité des propriétaires d'animaux qui est là, et je dis pas que c'est tous, hein, c'est une minorité, mais ce qu'on retient parfois, c'est cette minorité d'agression qu'on a. Et ça, c'est une analyse personnelle. C'est ce dont on parlait au début sur les salaires. C'est que pour tout ça, on a un salaire qui est pas à la hauteur de l'engagement qu'on donne, je trouve. Et je me plains pas hein, sur le salaire que je gagne et tout ça, mais je comprends que quand on bosse 5 jours par semaine, plus des gardes de nuit, et qu'en tant que jeune véto, on peut gagner 2000 balles, je comprends qu'il y a une fatigue qui soit là. Et qui soit dur à tenir. Voilà, donc c'est compliqué. Et c'est vraiment tous ces petits facteurs qui font qu'on est vraiment une profession très assistée aujourd'hui. Et malgré tout ça, tu continues quand même à pratiquer. Il n'y a pas des moments où tu te remets un peu en question. Pourquoi je fais ça? Tout le temps. On y pense tous. Quand tu as ton collègue qui suit, tu te dis, mais à quoi bon? Tu vois, t'y penses forcément. Tu te dis, mais pourquoi on se fait mal? Pourquoi je continue à me taper des nuits tout le temps, à être fatigué parfois, à aller me faire chier, à soigner Kiki à mes mères parce qu'il a une griffe cassée à 3h du mat. Mais franchement, c'est un beau métier. C'est un métier magnifique, c'est le plus beau métier du monde. C'est vrai, on le dit toujours, véto, c'est le plus beau métier du monde. Ok, on travaille dans la pisse, on travaille dans la merde avec le vomi, avec des gens insupportables. Mais c'est vraiment un beau métier quand même. Alors on ne caresse pas des animaux toute la journée, mais on est des soignants et tout ça. Et c'est un métier qui rend addict, en fait. Et le problème, c'est qu'il faut savoir dire stop. Il y aura toujours des animaux malades. Comme il y aura toujours des gens malades. C'est genre juste qu'à un moment, il faut faire attention à soi. Il faut apprendre. On ne nous l'apprend pas. Personne ne nous l'apprend à faire attention à soi. Et moi, j'ai appris à déconnecter. C'est-à-dire que quand ma femme m'a rencontré, elle était des plans tous les week-ends. Tout le temps, tous les jours. Parce qu'en fait, dès que j'étais avec elle, j'étais sur mon portable en train de répondre à des collègues, à leur donner des conseils sur des cas, à leur donner des trucs, parce que je fais de la formation et tout ça aussi. Alors, à les conseiller sur les trucs. Et à un moment, j'ai appris, ok, pose ton téléphone, t'es plus au taf, là. Et tes clients, tu peux leur donner ton numéro de téléphone, mais tu ne réponds pas quand t'es pas au taf. Et j'ai appris ça. Voilà, parce qu'en fait, sinon, c'est un cercle sans fin. Comment ça se passe, ta vie de couple, avec un quotidien pareil, de travailler la nuit? Non, ça n'a pas été négociable. C'est-à-dire que j'ai posé les bases dès le début. Écoute, s'il y a un métier, ça va être dur pour toi de rentrer dans cette famille qu'est les vétérinaires. Parce que quand on se retrouve entre potes le week-end, on parle beaucoup véto. On parle beaucoup de nos histoires, de nos aventures, de tout ça. Et donc j'ai dit, tu vas rentrer dans un monde très différent, qui a un rapport à la mort qui est bizarre parfois. Comme il y a tout ce contexte-là, on va déconner sur des trucs horribles dont on ne peut pas déconner normalement dans le commun des mortels. Donc tu vas rentrer dans tout cet écosystème qui est chelou. C'est OK pour toi ou pas. Voilà, globalement, c'est comme ça que ça s'est passé au début. J'ai beaucoup adapté mon temps de travail. Donc, c'est-à-dire que je travaille plus comme le jour où on s'est rencontrés. Je fais très attention à ça et j'essaye, parce que c'est un combat de tous les jours, parce que mon boulot pourrait me happer en permanence. J'essaye que quand on est ensemble, on soit vraiment ensemble, de déconnecter du reste. Alors, je vois déjà le commentaire que je vais avoir quand je vais rentrer à la maison et qu'elle va voir les images, c'est pas vrai. Si, j'essaye. Et c'est pas facile, parce que... Alors, c'est des adaptations du temps de travail, mais on a la chance d'être une grosse équipe et d'avoir un planning très libre. Ma femme jouait au foot le mercredi soir. Moi, je travaillais tous les mercredis soirs. Comme ça, c'est un soir en commun où on n'était pas là. Aujourd'hui, je garde ma fille. C'est un peu différent. Mais ouais, la vie évolue et j'adapte mon rythme à ça. Parce que sinon, c'est pas possible. Donc, tu m'en parlais à l'instant. Tu as confondé le 3115. Ouais. C'est quoi exactement? C'est un numéro d'urgence qui est présent sur toute la France. Alors aujourd'hui, on couvre 40 millions d'habitants. Notre but, c'est d'arriver à la totalité de la population, qui va mettre les propriétaires d'animaux en relation avec un service d'urgence dans leur secteur. Donc c'est-à-dire, quand il est 3h du mat, on ne sait pas forcément quelle est la clinique de garde, quel est le service à domicile, est-ce qu'il y en a un ou pas dans la région, et on ne sait pas à qui faire appel. Alors, on peut toujours faire appel à son vétérinaire habituel, et le vétérinaire habituel est censé mettre les gens en relation avec un service de garde dans le secteur. Mais les gens, ils ne pensent pas forcément et terminent souvent à chercher sur Internet aujourd'hui et ils tapent urgence vétérinaire.
Sauf que dans les premiers sites qui sortaient, c'était 3/4 d'arnaque avec des numéros payants. Donc nous, on a créé un numéro gratuit qui est là pour aider les propriétaires d'animaux en cas d'urgence et leur apporter des conseils gratuits. C'est-à-dire que s'ils nous appellent, ils sont en relation avec notre service de régulation et s'ils ont une question en mode « alors, ne me posez pas la question sur est-ce qu'il faut que je vaccine mon chien ou pas, c'est pas une urgence. Voilà, mon chien est malade, il a vomi 7 fois, est-ce qu'il faut que je consulte ou pas ?» On répond à cette question pour leur dire voilà, vous pouvez attendre votre vétérinaire habituel, il faut consulter aujourd'hui parce que c'est une situation d'urgence. Et donc ça mène une solution de proximité rapide à moins de 45 minutes de chez les gens. Tu t'es vu entrepreneur dès le début ou pas? Parce que là, du coup, c'est fonder une structure pareille, c'est un autre métier quand même. Ouais, c'est un autre métier, mais c'est pas... oui, je me suis vu entrepreneur dès le début, mais pas du tout comme ça. Je pensais pas du tout faire ce que je faisais un jour. Je voulais soigner des vaches, je voulais soigner, bosser avec des pros, et je me retrouve à faire totalement l'inverse. Mais c'est encore plus excitant au final, ce que je fais. L'urgence, c'est encore plus excitant, et pouvoir aider les gens dans des situations de détresse. Je dis pas que les agriculteurs n'ont pas des situations de détresse, il y a des contextes complètement différents, avec un taux de suicide aussi qui est très compliqué. Et je dis pas qu'il faut pas les aider, mais j'ai trouvé notre voie en fait entre-temps. Et puis voilà, je pensais ouvrir 4 cliniques dédiées aux animaux de ferme, et ben je me retrouve avec un 3115 aujourd'hui, qui couvre 40 millions d'habitants. c'est d'autres choses. C'est quoi la suite de l'aventure pour toi? Que le 3115 couvre toute la France. La suite de l'aventure, un nouvel enfant, j'espère, un peu de fatigue en plus. Et là, j'essaye de bosser encore plus sur les axes de prévention actuellement. C'est-à-dire que l'urgence, c'est bien, mais j'essaye vraiment de communiquer auprès des propriétaires d'animaux pour les sensibiliser aux problématiques de leurs animaux. C'est-à-dire, par exemple, en été, actuellement, on a encore des coups de chaleur, donc des animaux qui surchauffent à cause d'une erreur humaine, souvent, pas toujours, mais souvent, parce que les gens les sortent au mauvais moment, on joue avec eux au mauvais moment. Et ça, c'est des urgences qui doivent plus exister pour moi. Et là, c'est de bosser sur ça. Donc le prochain bouquin que je sors, c'est un bouquin encore plus de prévention, je pense. Et je continue mes chroniques sur ça aussi pour vraiment sensibiliser le public à toutes ces problématiques-là. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toute l'équipe Légende.